Slash by Adio. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Thomas. Bonjour Apolline. Bonjour Loïc. Bonjour Apolline. Dans ce nouvel épisode de Slash, on va parler d'expérience utilisateur. Donc une expérience qui est délivrée pour servir pas moins de 360 millions de clients. C'est quand même rocambolesque, on va dire. C'est un peu le chiffre qui donne le tournis. Et pour autant, on connaît peu les enjeux tech qui sont derrière ADO et aussi les équipes aux manettes. Et donc, qui de mieux pour en parler que vous deux? Donc Thomas, toi, tu es en charge de l'équipe UX et toi, Loïc, en charge de l'équipe Product Management. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, forcément, on a envie de savoir un peu qui vous êtes, ce que vous avez fait avant d'arriver chez ADO aussi. Qu'est-ce qui vous a amené chez ADO? Loïc, je te laisse la parole. Je peux commencer, ouais. Avant d'arriver chez ADO, moi, quasiment l'ensemble de ma carrière a été fait dans le product management, principalement chez des éditeurs de software as a service, B2B. J'ai eu la chance de travailler dans différentes industries, donc j'ai vu différentes typologies de produits, à la fois en termes d'activité, mais aussi en termes de cycle de vie et de taille. J'ai eu des créations de produits, j'ai eu à faire des sunsets de produits, j'ai lancé des nouvelles plateformes, j'ai aussi fait des spin-offs de plateformes digitales sur la base de nos produits internes. Donc j'ai vu une palette assez large, de la stratégie produit jusqu'au go-to-market et product marketing, dans des organisations de tailles différentes aussi, et qui adressaient des typologies d'utilisateurs assez différentes aussi. Je suis passé par exemple chez OVH, qui fait des solutions cloud, mais aussi juste avant d'arriver chez ADO, dans une société qui fait de l'inspection qualité dans les usines et dans les containers. Donc un secteur d'activité qui dit de prime abord, pas forcément de product management. Donc des challenges hyper intéressants. Et je suis arrivé chez ADO il y a 5 ans. D'abord sur le périmètre marketplace, parce que Leroy Merlin France venait de lancer sa marketplace et l'objectif c'était de transformer ça en plateforme pour qu'on puisse lancer des marketplaces facilement dans l'ensemble de nos business units. Ok, très clair. Thomas, qui a l'air impressionné par le parcours. Non, moi, ça fait 4 ans que je suis chez ADO, donc 1 an de moins que Loïc. Donc, pour en faire le parcours très rapide, moi là-bas, je suis pas du produit ou de l'UX, je suis créatif publicitaire. Donc, j'ai démarré dans les arts appliqués. Et je suis passé au produit et à l'UX parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que les publicités s'intéressaient finalement assez peu de la satisfaction client, bizarrement. C'est quand même pour ça qu'ils sont là à la base. Donc, j'ai shifté petit à petit, puis c'était un peu l'époque où le product design se mettait en place et où le product management se mettait en place. Et du coup, j'étais fasciné et passionné par ce monde très rapidement dans les années 2011-2012. Et donc, je suis monté en compétence, je suis monté en projet chez Amazon pendant 7 ans, sur ça dans la partie advertising au niveau européen. Et après, je suis arrivé chez ADO en 2021. Parce que je trouvais que le projet était super intéressant, potentiellement un gros impact sur, comme tu l'as dit, 360 millions de collaborateurs, puis bien d'autres utilisateurs dont on va parler. Mais je trouvais le projet fou pour une boîte française qui investit énormément dans le digital, dans la technologie. Je trouvais ça vraiment incroyable comme transfo. Et donc j'ai dit oui tout de suite, quoi. Mais finalement, tu as quitté la pub, tu es allé chez Amazon dans la pub quand même. Ouais, exactement. Ok. J'ai fait une espèce de transition pub vers le produit qui, à la fin, j'ai quand même un peu aidé à créer la régie retail média de Leroy Merlin, je dois le dire, mais, mais oui, j'ai fait une espèce de transition comme ça. Ok, ça marche. Et donc, oui, puisqu'on parle d'expérience utilisateur, d'utilisateur, ça, c'est vraiment un point que je trouvais intéressant pendant notre point de préparation. Qui sont en fait les utilisateurs qui vous considérez vraiment comme les utilisateurs d'ADO? Et donc du coup, chez ADO, comme tu l'as dit, il y a au moins 360 millions de clients. Donc, il y a déjà les clients. Il y a déjà les clients qui sont dans l'ensemble de nos business units, que ce soit des artisans, que ce soit des particuliers. Donc évidemment, c'est le principal utilisateur d'ADO, mais c'est pas du tout le seul qu'on va traiter. La chance qu'on a chez ADO, au niveau digital chez ADO, c'est qu'on fabrique beaucoup de nos produits digitaux. Donc de fait, on est obligé de connaître et de traiter l'ensemble de nos utilisateurs. Donc ça va du collaborateur en magasin qui fait de la vente, qui est un user très très important pour nous. Celui qui fait de la supply, il est aussi méga important, sinon il n'y a pas d'offre en magasin.
Il y a aussi les gens qui font de la data, il y a il y a les partenaires. Nos vendeurs de la marketplace, par exemple, sont des utilisateurs à part entière, nos fournisseurs, nos MDH, l'ensemble de nos partenaires, même des gens même des gens du développement sont des utilisateurs pour nous parce qu'on développe des produits pour eux. Donc on a la chance dans les équipes de traiter pléthore de profils. Ok, ouais, effectivement. Je peux peut-être rajouter une chose, parce que ça se développe de plus en plus. On a des typologies d'utilisateurs qu'on peut qualifier de business to government. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus un contexte réglementaire, soit fiscal ou de qualité, par exemple, qui nécessite qu'on interagisse avec ces différents acteurs. Ce qui me vient en tête, c'est par exemple la prochaine loi sur la facturation électronique. Ça change complètement la manière dont on doit construire certains produits pour communiquer facilement avec le ministère des Finances, par exemple, qui lui aussi se digitalise pas mal. Et aussi sur un autre sujet, par exemple, sur tout ce qui est éco-contribution. Tu sais, quand sur les produits, tu vois des logos, etc. Mais il faut savoir que derrière, il y a des taxes qui sont collectées. Et nous, on est un des collecteurs de taxes. Donc, ça veut dire que derrière, on doit gérer aussi les flux financiers qui correspondent à tout ça. Et ça, c'est des métiers qu'on n'avait pas avant. Et donc, ça nécessite aussi de revoir la manière dont on interagit avec ces utilisateurs. Ouais, il y a vraiment cette dimension aussi politique, mine de rien, qui gravite. Ouais, de plus en plus, ouais. Je sais pas comment on va aller faire de la recherche utilisateur dans les ministères demain. Ouais, peut-être. Un appel. Oui, oui. Et donc, parmi ces utilisateurs, il y a effectivement les collaborateurs. Aujourd'hui, il y a plus de 115 000 collaborateurs et surtout présents, en tout cas, ADO s'est développé dans beaucoup de pays, plus d'une vingtaine. Comment on insuffle ce fameux pourquoi d'une entreprise, et notamment chez ADO qui est We Make Home a Positive Place to Live? Mais ça, c'est un des éléments qui m'avait frappé quand j'ai commencé à échanger avec ADO, pour rejoindre ADO. C'est cette culture très forte et ce modèle de leadership qui est vraiment incarné, notamment parce que, par exemple, sur les 115 000 collaborateurs, on a 85 000 collaborateurs qui sont actionnaires de la boîte. Ouais, c'est quand même une sacrée proportion. C'est quand même énorme. Et donc ça apporte une responsabilité à la fois collective et individuelle de chaque collaborateur, d'incarner cette mission. Et donc, dans son quotidien, à chaque fois qu'un collaborateur prend des décisions, ce qu'on appelle tous leaders, en fait, tu es leader de ce que tu fais. Et donc, tu dois prendre ces décisions quand tu décides de créer un nouveau produit. Ça doit se faire aussi à la lumière de cette mission. Donc, nous, parfois, on est amené à prendre des décisions dans les équipes Digital Tech, à se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne manière de faire par rapport aux enjeux qu'on a sur notre mission? J'ai un exemple en tête, on va parler d'IA, je pense, au cours du podcast. Si on n'en parle pas, c'est qu'il y a un problème. Mais typiquement, aujourd'hui, dans certains cas de figure, on a eu l'opportunité d'intégrer de l'IA sur certaines fonctionnalités. On s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure solution, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi écologique, parce que ça consomme quand même pas mal de ressources. Et surtout, in fine, par rapport à la plus-value que ça pouvait apporter à l'utilisateur. Donc, on est capable de faire ces choix-là parce que chaque collaborateur est investi aussi, à la fois de cette mission, mais de l'ensemble des valeurs qui sont présentes dans la boîte. Et après, on ne le fait pas tout seul parce qu'on est aussi dans un écosystème avec, comme Thomas le mentionnait, les vendeurs de la marketplace, nos partenaires, les fournisseurs, les artisans. Et donc, on a un deal avec eux, c'est-à-dire que pour être fournisseur chez nous, il faut remplir un certain nombre de critères éthiques et environnementaux. Enfin, on a une politique RSE qu'on inclut, par exemple, dans les contrats de partenariat ou dans les contrats qu'on a avec nos fournisseurs. Donc, ce qui nous permet, dès le début, que ce soit de la chaîne de production pour les produits physiques, mais également avec nos partenaires techniques, d'intégrer ces critères-là. On a un code des achats responsables où l'ensemble de nos partenaires technologiques doivent adhérer à ce code. Et ADO, c'est vraiment une entreprise française qui est hyper ancrée dans le paysage français, en tout cas ses enseignes. Et le fait qu'elle soit développée dans plein de pays, comment on gère en fait cette dimension multimarché, multiculturelle, qui doit vraiment être un gros challenge, je suppose? Oui, effectivement.
on n'est pas la seule entreprise à être présente sur différents marchés. La particularité qu'on a, c'est que effectivement, on est une entreprise centenaire qui s'est développée d'abord en France, dans le Pas-de-Calais. Déjà dans le Nord-Pas-de-Calais, Voilà. ouais. Et qui progressivement a étendu son terrain de jeu sur différents continents, sur différents pays. Et ce qui est un peu différent d'autres acteurs, c'est que d'une part, on est vraiment dans une logique d'omnicanalité. Et donc, quand on s'implante dans un pays, c'est pas uniquement ouvrir un site web et lancer une appli mobile, c'est aussi mettre en place tout ce qui va permettre de servir nos clients qui vont se rendre dans un magasin. Donc, ça veut dire la chaîne logistique, par exemple, à mettre en place. Et c'est pas uniquement le fait de gérer des choses qui sont assez classiques quand tu gères un produit international, c'est-à-dire plusieurs devises, plusieurs pays, plusieurs langues. Ça, je veux dire, c'est assez commun. Mais on a aussi, au sein du groupe ADO, plusieurs enseignes qui adressent des marchés différents. Donc typiquement, même au niveau d'une même enseigne, le business model d'un Leroy Merlin France, c'est pas le même que Leroy Merlin en Roumanie. En Roumanie, Leroy Merlin a une stratégie everyday low price. Tu n'as pas les mêmes produits. C'est pas les mêmes produits parce que les consommateurs sont différents. C'est pas les mêmes attentes. C'est pas aussi la même maturité sur le marché du bricolage. Il y a des pays où certains clients vont beaucoup plus passer par des artisans. Donc c'est là où nous, on a un intérêt à pousser beaucoup plus notre offre de service. Et puis après, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que même si on se dit, OK, le Brésil, c'est un peu à part, l'Afrique du Sud, c'est à part, on a aujourd'hui une empreinte qui est beaucoup plus développée en Europe. C'est pas pour autant que c'est un seul modèle. Parce que sur le marché du bricolage, de l'amélioration de la maison, il y a un certain nombre de règles et de normes qui sont très différentes d'un pays à un autre. Parce que les normes techniques ne sont pas les mêmes. Donc ça a un impact. Ça veut dire qu'un produit A ne peut pas être vendu en France alors qu'il est tout à fait autorisé en Italie, par exemple. Donc ça, on doit gérer cette complexité-là dans nos produits, fonctionner à la fois à l'échelle, mais aussi gérer ces contraintes-là. Et puis on parlait juste avant de la fiscalité, c'est le cas aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité harmonisée en Europe, donc tu dois gérer forcément la fiscalité en France, en Espagne, au Portugal, un peu partout. C'est même, dans un pays comme le Brésil, par exemple, d'un État à un autre, la fiscalité est différente. Mais ça, c'est des complexités qu'on doit appréhender, tout en maintenant un niveau de qualité et d'expérience qui doit être le plus harmonisé possible. Après, ce qui est intéressant, c'est que même au sein d'un même pays, par exemple, les clients ne se ressemblent pas du tout. Un client parisien, moi je suis parisien, j'ai fait mon intégration dans un magasin Leroy Merlin à Paris, n'est pas du tout le même que chez ma mère à Montauban. C'est pas du tout le même client, en fait. Il va pas avoir les mêmes attentes. Du coup, le collaborateur en magasin va pas interagir de la même manière avec lui. Du coup, nous, en fait, tout notre enjeu au niveau produit, c'est de se dire que au niveau du digital, on doit déployer des produits à l'échelle qui soient quand même assez standardisés. Demain, on va déployer un outil de vente en magasin qui va être sensiblement le même à peu près dans toutes nos business units. Ça veut dire qu'en amont, dans nos phases de discovery et même dans l'amélioration continue de ce produit, on a dû tester dans toutes ces BU pour s'assurer qu'en fait, le produit final va être le bon dénominateur commun pour tout le monde. Et après, s'il y a des enjeux qui sont des enjeux régaliens, légaux ou même de spécificité d'un magasin, il faut voir comment est-ce qu'on arrive à rendre ce produit paramétrable à l'échelle d'une business unit ou à l'échelle d'un magasin. Donc, c'est toujours un équilibre qui est très fin à trouver entre la scalabilité et en même temps l'efficacité opérationnelle qui va être réelle demain en magasin. Ouais. Parce qu'on a effectivement, on a des formats de magasins différents. Pour une même enseigne, tu peux avoir des formats différents, pas uniquement en termes de taille, mais parfois en termes de concept également. Et on est sur un secteur d'activité où effectivement la saisonnalité est hyper importante. Typiquement, tu n'as pas les mêmes gestes d'achat quand il fait beau que quand il fait froid. Et donc ça, c'est des critères qu'on doit prendre en compte aussi pour donner cette flexibilité aux équipes. Et c'est là où je reviens au modèle tous leaders, c'est vraiment de se dire le directeur de magasin, c'est lui qui va piloter son activité. Donc nous, notre rôle, c'est de leur donner les meilleurs outils par rapport à ça, de manière à ce qu'ils puissent vraiment, du jour au lendemain, potentiellement adapter par rapport aux contraintes qui peuvent se présenter, qu'elles soient positives ou négatives.
On a eu quand même récemment des événements climatiques assez catastrophiques en Europe. Les équipes des magasins étaient vraiment sur le front pour aider les clients grâce à ça. Mmh, mmh. Et sur la dimension humaine, je pense que la multiculturalité, elle est vraiment challengeante parce que tu as des collaborateurs dans plusieurs pays qui n'ont peut-être pas la même façon de s'organiser, ne serait-ce que ça. Mais même au-delà de différents collaborateurs, différents profils, tu as des collaborateurs qui n'ont pas le même âge. Donc tu as des gens qui sont là depuis 30 ans dans le magasin, par exemple, qui ont connu tous les systèmes d'information depuis très très longtemps, et certains qui viennent juste d'arriver. Donc leur appétence au digital n'est pas du tout la même en fait. Et donc pareil, c'est-à-dire que dans la façon dont on met le produit digital dans les mains d'un utilisateur, on doit réfléchir à se dire, c'est pas qu'un produit qu'on livre en fait, c'est se dire comment est-ce que demain il est vraiment opérationnel avec. Est-ce que j'ai vraiment traité les notions d'onboarding de la bonne manière pour chacun des typologies de profils. Donc le change, la gestion du change est très importante. Et effectivement, la partie culturelle que tu évoquais tout à l'heure, qui peut être sur différents pays, ou encore une fois au sein même d'un même pays, a de l'impact sur ce qu'on fait. Mais nous, on a toujours gardé en tête de se dire comment est-ce qu'on arrive à scaler quand même le plus possible là-dedans. L'avantage, c'est qu'on va dire dans le digital aujourd'hui, notamment dans le mobile, en fait, tu utilises un téléphone mobile ou une application mobile quasiment de la même manière où que tu sois en Europe. Il y aura des spécificités parce que ta culture est différente, mais globalement, l'usage digital, il est sensiblement le même en Europe. On serait en Asie, ce serait complètement différent. Il y a des choses très très différentes qui sont faites en Asie. Mais en Europe, en Amérique du Nord, voire même en Amérique du Sud, ça se ressemble. Après, il y a des méthodes de paiement qui vont être différentes, des choses à la marge. Et globalement, on a tous un téléphone Android ou Apple. Donc en fait, on utilise tous le même type de système aujourd'hui. Mmh. Et tu parlais d'omnicanalité versus les pure players et tu as parlé un petit peu des challenges, mais est-ce qu'il y a d'autres challenges que ça pose, le fait d'être vraiment sur cette omnicanalité en fait? Je pense qu'on le vit tous en tant que client. Il peut y avoir des éléments de frustration parce que on a une proposition de valeur qui est assez forte de dire tu vas sur le site web ou l'application mobile, tu mets ton produit au panier, en 2 heures, il peut être prêt dans le magasin le plus proche de chez toi. Ça, c'est énorme, tu vois, en termes de proposition de valeur. Moi, je fais beaucoup de travaux chez moi. Quand il te manque une pièce pour finir ton chantier, tu es vraiment content de pouvoir trouver le produit. Donc ça, c'est énorme. Mais du coup, le niveau d'attente des clients, il est aussi énorme. Et donc, dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'ensemble de la chaîne qui permet d'avoir cette omnicanalité, ça peut générer de l'insatisfaction. Donc nous, on a un niveau d'exigence qui est assez élevé parce qu'on va gérer à la fois du digital, bien entendu, mais aussi toute la partie physique sur laquelle tu n'as pas toujours la même maîtrise que quand tu gères de bout en bout en tant que pure player, où en gros, tu gères ton expérience client sur le site web et l'appli mobile, et après, c'est la chaîne logistique pour expédier chez le client. Nous, on a une spécificité qui est que, Thomas le mentionnait, les collaborateurs utilisent nos outils en magasin. Donc, dans certains parcours, on ne gère pas en direct avec le client. On le fait au travers des collaborateurs en magasin. Et c'est génial parce qu'ils ont une expertise que tu ne peux pas toujours répliquer sur l'ensemble des canaux. Mais du coup, nous, en termes de mesure, d'un point de vue digital, on est parfois aveugle sur ce qui peut se passer en termes d'interaction. Donc ça nécessite vraiment d'être capable à la fois de standardiser, mais de permettre aux collaborateurs de répondre à des problématiques que tu pourras jamais 100% standardiser en fait, parce qu'il y a eu tel problème avec un fournisseur local, etc. Donc ça, c'est un premier gros challenge. Thomas a commencé à l'évoquer, les déploiements aussi. C'est-à-dire que quand nous, on met en place un nouvel outil qui est à destination des collaborateurs, si on prend que Leroy Merlin en France, c'est 140 magasins. Et les collaborateurs en magasin, c'est leur job. Donc, tu ne peux pas forcément te dire, comme tu pourrais le faire sur une appli mobile ou un site web, ah tiens, je vais faire un test AB et voir ce qui fonctionne le mieux. Non, si le collaborateur il peut pas finaliser l'acte de vente alors que tu as des clients en face qui, eux, veulent acheter leurs produits, ça peut être assez problématique. Donc, il y a toute cette approche-là sur laquelle on a des contraintes supplémentaires qui sont différentes de la partie pure player.
Ouais, bah, moi, je le vois, là, je ressors de quelques mois de travaux et au final, c'est aussi un confort. Enfin, là, c'est vraiment sur la partie grand public, mais un confort de se dire, je vais sur le site, e-commerce, je vois ce dont j'ai besoin, mais je vais en magasin parce que, bah, il me manque des points d'info, surtout, quand on fait un peu de bricolage ou alors pas du tout. Il y a ce confort d'avoir les vendeurs qui te conseillent aussi, qui est génial, quoi. Et ce qui est, un autre challenge hyper intéressant, c'est, tout le circuit retour. C'est-à-dire que là, on a surtout parlé de dire, comment tu descends du site web, l'appli mobile vers le magasin. Tu as l'autre aspect aussi, c'est-à-dire que, heu, pour faire en sorte que tu achètes sur le site web, tu veux rendre ton produit, tu es remboursé directement en magasin. C'est un niveau de complexité qui est plus élevé que de dire, bah, tu achètes, tu fais un retour et on te recrédite sur ta carte. Parce que les magasins, c'est des PNL, en fait, tu vois? Donc, il y a toute cette complexité supplémentaire, de se dire aussi: «Bah, je remets ça dans le stock et le stock, est-ce qu'il appartient au magasin ou pas?» Enfin, ça pose un certain nombre de challenges et de questions, qui sont assez différentes, qui sont géniales parce que ça ouvre aussi d'autres opportunités. On parlait du fait, qu'on soit sur différents pays. Là aussi, Thomas a mentionné que, par exemple, les moyens de paiement sont différents. On a des pays comme, la Pologne ou la Roumanie, hem, qui ont des modes de livraison où c'est du cash on delivery. Donc ça aussi, ça nécessite de revoir à la fois le parcours client, toute l'expérience, et là aussi avec, ton PNL par exemple, ça veut dire que c'est le transporteur qui va collecter l'argent et ensuite le remonter au magasin, tu vois? Et donc, là, ça ouvre aussi plein de questions. Qu'est-ce qui se passe si, le client refuse la vente? Voilà, tu vois? Donc ça donne quand même un certain nombre de problématiques, qui sont, moi je trouve, hyper intéressantes, à gérer, que ce soit d'un point de vue produit ou expérience utilisateur. Mmh. Mais justement, enfin, il y a des interviews, il y a des tests qui sont menés, mais est-ce qu'en continu, il y a ces retours clients justement pour améliorer? Ouais, ouais. Alors nous, les retours clients, c'est des trucs qu'on mesure à l'échelle depuis un petit moment déjà. Donc évidemment, on mesure du NPS, on a des centaines de milliers de feedbacks, clients sur l'ensemble de nos canaux. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui viennent améliorer, plusieurs aspects. Heu, Déjà d'un point de vue digital, ça nous permet d'améliorer, nos produits. Nos produits B2C, on entend, mais même si des fois on va détecter des trucs qui sont en fait pas de l'ordre du B2C, mais d'un truc plus profond, dans la vente. Donc nous, on va s'en servir pour améliorer notre site web, même pour opérer, le site web demain, notre application mobile, et ça dans l'ensemble des pays. Ensuite, les interviews, les feedbacks, on les collecte pas que dans nos enquêtes, quantitatives. Les équipes, UX avec les équipes produits, heu, sont très proches de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que des interviews, clients, on en fait énormément, des interviews aux collaborateurs. On a des personnes, des researchers chez nous qui connaissent par cœur, le rôle d'un vendeur en magasin ou d'un responsable de rayon, et c'est parfois même les seuls à le connaître aussi bien. Ils ont tellement fait de recherches dessus, ils sont allés dans tellement de magasins, tellement comprendre et s'immerger dans leur réalité, qu'en fait, ils ont une connaissance très, très profonde et des insights très profonds, sur ces utilisateurs-là. Donc oui, c'est quelque chose qu'on utilise, qui de toute façon dans tout le cycle de vie du produit et dans la partie design, c'est la base, c'est la nécessité en fait d'avoir ces insights, utilisateurs et ces opportunités pour démarrer. Ouais, bien sûr. Donc peut-être l'étape d'après, c'est, de disséminer, tous les designers dans tous les magasins, Mais c'est déjà le cas en fait, c'est déjà oui, le cas. qui vont, aussi, Parce qu'en fait, on a des équipes UX design, researchers chez ADO, qui développent du coup les produits globaux. Mais, là, on enregistre aujourd'hui, à Lille, dans le Nord, au siège d'ADO. Heu, il y a aucun, client ici, hein. Il y a pas d'utilisateur ici. Donc ces utilisateurs, ils sont dans nos business units. Mmh. Donc les équipes se déplacent, ils vont, et surtout on a des équipes design UX aussi dans les business units qui sont rattachées à leur, entreprise locale Leroy Merlin ou leur entreprise pro, qui sont là pour, interviewer les utilisateurs, aussi encore développer, designer des produits locaux parce qu'on a encore du digital local, dans nos solutions. Il y en aura certainement toujours un petit peu parce qu'il y a des spécificités tellement grandes qu'on ne pourra pas tout faire dans les plateformes. Mais même si c'est pas la stratégie c'est de scaler un maximum. Ils sont aussi là pour s'assurer que les onboarding de nos produits se passent bien. Là, par exemple, admettons, dans un monde hypothétique, on change l'outil de la vente, dans nos magasins. C'est les designers locaux qui vont aller dans le magasin, bien s'assurer que le truc fonctionne bien, nous remonter tout de suite les feedbacks pour voir s'il y a des choses qu'il faut redesigner, qui peut être fait rapidement, ou alors si c'est vraiment quelque chose de profond qu'il faut revoir dans la stratégie même du produit. Mais sans eux, en fait, on ne pourrait pas faire tout ça. Et c'est quelque chose qui est profondément,
Alors, on va parler d'IA tout à l'heure certainement, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à voir autrement fait que par des humains, ça. Parce qu'en fait, c'est un rapport, c'est un lien qui se crée entre des gens qui designent et des gens qui consomment le produit. Donc, oui, c'est dans la stratégie, on fait ça, Ouais, ça reste une relation. bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'on s'appuie sur un modèle distribué où effectivement on a des équipes expertes au plus proche des équipes métiers en BU. Ce qui nous permet après de fonctionner dans les deux sens en fait. À la fois de collecter des insights qui sont les plus précis possibles et dans le contexte du marché, du pays, etc. Mais aussi derrière, comme le disait Thomas, de faciliter ensuite l'adoption des différents outils. Ok. Bon, tu parlais d'IA, on va mettre les pieds Allez, on y va. les pieds dans le plat, là, on y va. C'est affiché. Donc, il y a déjà, je pense, cette étape avant l'IA ou alors dans certaines entreprises que l'IA amène, c'est cette structuration, cette processisation, si j'ose dire, cette systématisation en fait qui fait que il y a déjà une standardisation et l'IA amène plus ça. Et donc on peut avoir une partie, on va dire, des métiers du produit et du design qui peuvent se dire on se ressemble tous, on va tous se ressembler demain. Comment du coup on arrive à se démarquer quand on a un cadre et quand il y a aussi l'IA qui intervient en plus. Alors en fait, avant même de parler de l'IA, ce que tu as évoqué, c'est des référentiels en fait. C'est-à-dire que dans le design, chez nous, on va avoir le référentiel de la user research par exemple. On va avoir le référentiel du design qui est notre design system. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on standardise notre output design, en gros, ce qui va être livré à la fin de l'utilisateur. Pas parce qu'on veut détruire la créativité des designers, mais parce qu'à la fin, ça scale beaucoup plus vite et puis on est capable d'itérer, de comprendre beaucoup plus vite ce qui se passe. Donc en fait, si tu veux, dans ce monde-là de standardisation, quelque part, c'est étonnant parce qu'on dirait que l'IA arrive au moment où on est en train de tout standardiser et poup, le truc émerge parce qu'en fait, la donnée commence à se consolider, à se stabiliser, qui fait que les modèles peuvent en apprendre et du coup, nourrir de la Gen AI demain. Mais si tu veux, moi, je pense que c'est une vraie opportunité, d'arriver à ce moment de standardisation. Parce que de toute façon, on standardisait déjà avant. C'est-à-dire qu'en fait, on designait quasiment tout de la même manière. Mais le rôle d'un designer, c'est pas de faire du standard. Techniquement, un designer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui répond à un problème. Le standard, de fait, a déjà répondu à ce problème. Donc les équipes design sont là pour répondre aux nouvelles problématiques qui vont émerger. C'est bien de rappeler ça. Ben oui. Et surtout qu'en fait, tu arrives à un moment où, si tu veux, des nouvelles problématiques, et en fait, il y a que ça. Pourquoi? Parce qu'on est passé à un stade où on est arrivé à des expériences digitales qui étaient au standard de ce que le marché digital était à ce moment-là, ou l'usage digital était à ce moment-là. Sauf que la Gen AI est arrivée. Donc techniquement, on doit tous se reposer la question de se dire: «Ah mais attends, mon produit maintenant, est-ce qu'il répond toujours aux besoins des utilisateurs?» Ah ben certainement pas, parce qu'en fait, ils attendent maintenant des features augmentées, ils attendent de l'assistance de partout, ils attendent des copilotes, ils attendent des agents. Donc ça veut dire que le designer, il va devoir se reposer et dire: «OK, donc maintenant, comment je dois repenser l'expérience de mon produit dans ce nouveau contexte?» Et on en parlait un peu avec Loïc tout à l'heure, c'est pas comme si on repartait de zéro, mais on part d'une marche très basse maintenant. Pour se dire, en fait, le nouveau standard, il est certainement, déjà personne ne le connaît, le nouveau standard, il est certainement très très loin encore. Donc il y a beaucoup de design à faire. Le cycle de design est en train de renaître en fait cette révolution, quoi. Mais du coup, il faut vraiment réussir à se challenger et aussi à repenser et à faire émerger de la créativité qui finalement, un peu dans un cadre, il y a, je trouve, ce challenge-là qui est important à réussir à relever. Pour moi, c'est sûr que si on fait que de l'incrémental, ça va pas forcément nous différencier. Il faut réfléchir dans un contexte un peu plus radical et se dire qu'effectivement, si je prends la partie, design et c'est un peu ce qu'on explique aux équipes produits aussi, demain, potentiellement, une interface, c'est pas uniquement une interface humaine, en fait. C'est, tu vas communiquer avec des agents IA et donc tu as besoin d'avoir ce travail de rupture. Pour donner quelques indications sur le moment où j'ai commencé ma carrière, les premiers produits sur lesquels je bossais, on les mettait sur des CD. Enfin, et donc l'innovation de rupture, c'est de dire: «Bah, non, en fait, tu vas pas attendre 5 jours qu'on presse le CD, qu'on le mette, dans une boîte et qu'on l'expédie par la poste. Tu vas y accéder directement, c'est du software as a service», tu vois? Et donc ça change complètement la donne. L'utilité derrière, elle reste la même, tu vois? Et c'est pour ça que le why, d'un point de vue product management, il change pas. Par contre, c'est tout le reste qui change. Tu vois, le form factor, c'est un peu la même chose que quand on est passé des téléphones à clapet au smartphone.
form factor a changé et donc ça a nécessité de revoir complètement la manière dont tu concevais les choses. Ouais. Tu vois? Et à l'inverse, pour insister là-dessus, hem, même si effectivement on doit faire ce travail de standardisation, d'harmonisation parce que sans données, globalement, tu fais pas grand-chose avec l'IA, hein. Pour moi, c'est là où justement on a une opportunité énorme qui est de trouver des éléments de créativité, qui sont un peu plus développés et de changer la manière dont on peut penser certaines choses. Si je fais un parallèle, on est en plein pendant, Roland-Garros, les règles du tennis, c'est les mêmes pour tout le monde. Par contre, chaque joueur a son style de jeu. Mmh. Et c'est justement parfois des joueurs qui amènent des styles de jeu différents qui vont performer Ah ouais, c'est vrai. versus d'autres joueurs qui font que du fond de court. Ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que enfin, je réfléchis pendant qu'on discute. Mais en fait, ce que je me rends compte que la créativité, c'est pas l'IA qui va amener de la créativité. C'est qu'en fait, l'IA, elle est en train de gommer ou de réduire énormément un problème de designer qui s'appelle la contrainte. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant l'IA, quand tu designais une interface digitale pour du smartphone, Mmh. bah, tu es contraint par le device, tu es contraint par la technologie, tu es contraint par le contexte de l'utilisateur. Et donc, tu es aussi contraint par les usages et les expériences qu'ils ont déjà. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, on a l'impression que tout est très ouvert. En fait, on pourrait presque imaginer quasiment n'importe quoi. Il y a presque une magie technologique qui est en train de s'opérer, que le truc va arriver comme on le voudrait. Et en fait, ce gommage de la contrainte, c'est même une réflexion profonde pour un designer, parce qu'un designer, il est habitué à travailler sous la contrainte. C'est son truc. Et donc là, cette liberté que ce truc donne peut parfois peut donner un peu un certain vertige de dire, mais en fait, je peux faire, mais je peux tout faire en fait. Ah, je peux faire tout ça aussi, je pouvais pas le faire avant. Et donc, ça repose complètement la question même fondamentalement, pardon, de ce qu'on apprenait en école de design avant. Contraint par l'outil, contraint par l'utilisateur, contraint par la couleur, contraint par plein de choses. Et en fait, ça, c'est complètement en train de disparaître. Et donc, ce qui en sortira tout ça va être certainement extrêmement intéressant Mmh. et protéiforme, certainement. Voilà. Ouais. Mmh. Et ça réduit beaucoup les barrières à l'entrée aussi. Ouais. Tu vois, avant, alors, moi, quand, je faisais un peu d'UX, la courbe d'apprentissage, elle était énorme pour travailler sur des outils comme Axure et cetera. Maintenant, tu peux faire des prototypes, Lofi assez facilement. Mmh. Idem sur la partie code, en fait, tu peux faire des prototypes assez rapidement. Donc ça va effectivement ouvrir le champ des possibles, Mmh. de manière protéiforme où tu vois le product quatuor, demain, Et ouais, voilà. Oui, quelle forme il va avoir, tu vois? moi non plus, je sais pas. Mais par contre, il y a un truc dont on est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, il faudra toujours qu'on soit au contact de nos utilisateurs. Alors, j'espère que je me trompe pas et que dans 6 mois, on va me dire que en fait, non, ça, c'est pas le On cas. refera un On refera le épisode. truc. C'est Mmh. plutôt safe, Plutôt safe. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'en fait, l'opportunité que ça a, c'est que moins de contraintes, plus de créativité, et du coup, plus de temps qu'on peut passer avec nos users pour comprendre leurs problématiques, aller vraiment chercher de l'insight. Ce qui nous manque clairement, c'est l'insight. C'est-à-dire que de comprendre quelque chose, les raisons très profondes d'un sujet ou d'un problème, ça, pour le coup, on n'a pas réussi à l'automatiser et ça se ressent, ça se perçoit et scientifiquement, je veux dire aussi. Donc ça, pour le coup, je pense que c'est une opportunité d'aller beaucoup plus, vers nos utilisateurs demain et de reprendre ce temps pour être avec eux. Ouais, ouais. Mmh. Mais du coup, oui, effectivement, ça ouvre le champ des possibles et du coup, il faut réussir à finalement recadrer un petit peu les choses pour garantir la qualité, de l'expérience derrière. Bah, alors ça va être ça, c'est un gros sujet, pour le coup, parce qu'en fait, dans le process du design, produit, il y a une phase qui s'appelle la phase de test. Mais dans le monde où, tout est prompté et généré, dynamiquement, et personnalisé, parce qu'il y a l'historique derrière de vous avec votre bot, et ben, en fait, techniquement, on est incapable de tester tous les use cases. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir faire confiance, au fait que, la machine demain va se faire servir l'utilisateur de la bonne manière. Donc ça va être un vrai pour moi, il y a un vrai shift à ce moment-là. C'est de se dire: «Comment est-ce qu'on revoit cette phase-là? Est-ce qu'elle est toujours pertinente? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas une très grosse opportunité de dire, ben, grâce en fait à ces millions, d'outputs potentiels, ces milliards, et ben, en fait, on est en train d'itérer très rapidement sur ce qu'est l'expérience future, demain, le standard de demain, en fait». Ouais. Ouais, tu as un gros avantage, je pense pour les équipes produits qui, en utilisant l'IA, vont pouvoir, développer, des digital twins qu'on va pouvoir utiliser avant même la mise en prod, par exemple, pour itérer et tester. Donc ça, c'est génial. Après, je rejoins Thomas aussi, il y a une incertitude sur, l'output qui va être, généré
qu'on ne pourra pas maîtriser. Donc c'est là où il y a une grande responsabilité aussi des équipes sur le fait de bien entraîner les modèles et de mettre les bonnes guidelines dès le départ pour pas éviter des incidents qu'on a pu voir ici et là sur des résultats non maîtrisés en fait. Ouais. Et puis il y a un truc qui va être méga important, c'est de se dire, quand même, pour ceux qui utilisent ChatGPT ou OneNote GPT, globalement, toujours l'output vous demande est-ce que c'est bien ce que je te dis ou est-ce que c'est pas bien. Mm. Donc c'est-à-dire qu'il demande un feedback en fait à l'utilisateur. Ouais, le renforcement. Ouais. Ah, exactement. Donc en fait, les équipes produits vont devoir être extrêmement attentives sur tous ces feedbacks qui vont arriver très rapidement pour être capable de modifier très vite. L'IA va nous permettre de modifier les choses très vite et ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable de très vite regarder ce qui se passe. Et donc d'être très très attentif, de ne pas laisser un produit partir dans la nature, puis on reviendra voir dans 6 mois ce qui s'est passé dessus. Ça, c'est sûr que ce sera une catastrophe. Ça l'est déjà aujourd'hui, mais là, ça va être exacerbé par cette puissance que l'IA va permettre. Et ça change aussi la donne d'un point de vue recrutement, je suppose. Enfin, on n'attend plus forcément ce qu'on a pu apprendre à l'école en produit ou en design. Qu'est-ce qu'on attendrait finalement aujourd'hui si vous deviez recruter demain? Est-ce que ça vous tenez compte de cette dimension IA aujourd'hui? Ok, on va regarder aussi. Non, je regarde, c'est pas vrai. Non, je vais peut-être. On fait le tri maintenant. Pour moi, il y a un aspect qui, de toute manière, est intrinsèque au rôle de product manager qui est la curiosité. On en parlait juste avant, tu vois, il y a 25 ans, on parlait d'Internet Product Manager. Pour mettre justement l'emphase sur le fait qu'il y a une nouvelle techno, c'est Internet, donc toi, en tant que product manager, tu dois le prendre en compte. Là, quand tu regardes, il y a de plus en plus de job offers d'offres d'emploi sur AI Product Manager. Bah, ça, pour moi, dans quelques temps, ça va devenir un basique, en fait. Tu vois. Donc, quelque part, la partie curiosité et d'être dans l'apprentissage continu, ça peut s'appliquer à l'IA ou à une autre technologie qui va émerger dans 2 à 3 ans. Tu vois. La réalité augmentée, par exemple, qui est quand même pas mal accélérée avec l'IA, bah, ça aussi, on va devoir se dire à quoi ça ressemble un produit quand demain tout le monde a des lunettes qui te permettent d'interagir, tu vois. Et pas juste avoir des use cases un peu fancy que tu peux faire en démo, tu vois. Mais donc c'est plus de ce point de vue-là que ça renforce en fait des traits que tu dois déjà avoir en tant que product. Ouais, la curiosité, l'envie d'apprendre aussi, Ouais. de tester aussi, d'expérimenter Ça, dans ton travail. mettre les mains dedans, en fait, tu vois. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est un aspect, moi, tous les jours, j'essaye des prompts sur différents IA, tu vois. Ce serait que pour comparer aussi, continuer à avoir un esprit critique, parce que sinon, je tombe vite dans la facilité. Mais ça, quelque part, c'est des traits qui existaient déjà. C'est juste là aussi accélérer et démultiplier par le fait que n'importe qui demain peut avoir l'ensemble de ce que Marty Kagan a écrit sur le product management résumé en 3 paragraphes. Tu vois. Et c'est comme si tu avais un Marty Kagan, un Lenny, Radchitsky et d'autres, tu vois, qui sont spécialistes du product. C'est comme s'ils étaient juste à côté de toi et tu peux leur poser toutes les questions. Ça, la grosse différence pour moi. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, dans ce que tu dis, t'as l'effet, quoi, c'est Denis Kruger, c'est ça? Ouais. C'est en gros, t'as plein de gens, t'as plein de gens vont se sentir facilement experts de tout parce que l'information est très facilement trouvable maintenant. Et pour autant, ça veut pas dire qu'ils ont l'expérience de tout ce qu'ils sont en train de se dire, tout ce qu'ils sont en train de dire ou même d'évoquer. Pour répondre à ta question de tout à l'heure sur comment est-ce qu'on recruterait le product designer de demain, bah en fait, déjà, moi, ce que je demande aux équipes, c'est d'utiliser, à minima de se renseigner et puis d'utiliser en permanence le truc, d'en abuser vraiment, quoi. C'est-à-dire, il y a tellement de trucs qui sortent. Un jour de perdu sans utiliser, c'est vraiment un jour de perdu. C'est qu'en fait, on n'est pas au courant du dernier truc. ChatGPT, c'est super, mais ça a déjà 3 ans presque en novembre. Il y a tellement de trucs qui sont sortis maintenant qui sont ultra puissants et qui seront obsolètes dans 6 mois. En fait, il faut vraiment suivre le truc vraiment très, très de façon très proche. Donc, la curiosité, c'est un premier truc. Et puis, je vais chercher aussi ceux qui. Comment est-ce que le product designer de demain, il est en train d'automatiser tout ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il se pose des questions de comment je pourrais moins en faire, quoi? Mais tout en délivrant une qualité qui soit supérieure. Lui, en vrai, il est quand même assez intéressant parce qu'il va faire le travail de chercher, de savoir comment est-ce que je peux automatiser, comment est-ce que je peux connecter des points ou comment est-ce que des agents peuvent travailler pour moi. Ça, c'est hyper intéressant.
Et c'est comment, dans ce contexte-là, il arrive toujours à être créatif. Parce que ça, en fait, c'est la créativité, ça, c'est un truc qui, de toute façon, restera, qui sera une pièce qui sera méga importante demain et qui sera plus valorisée que ça fait mal à l'ancien UI que j'étais ou de dire que je suis capable de parfaitement designer une page parce que j'ai un œil de faucon et que je sais parfaitement comment le truc est fait. On a des experts ici qui sont très forts là-dedans et qui sont encore très nécessaires. Mais c'est vrai que la valeur qu'on va aller chercher demain, c'est vrai que malheureusement, un agent va être capable de faire la même chose très, très rapidement. Et quand il connaîtra nos design systems et nos design guidelines, bah, en fait, techniquement, il pourra faire des design reviews en automatique. Oui. Donc voilà, on va aller chercher ce genre de truc. Il y aura moins de problèmes d'alignement de CSS, je pense. Il y aura moins de problèmes d'alignement de CSS. C'est vrai que tu parles les fronts, les UI. Il y aura peut-être moins de débats sur ça, ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis, ce qu'a dit Loïc tout à l'heure est très juste, le product quatuor. Donc demain, on se dit, bah ouais, parce qu'à la fin, il n'y a pas un product quelque chose. Je ne sais pas si c'est un designer, un manager, un développeur, qui demain est responsable de son produit, mais qui est capable, encore une fois, de proche de ses users, de définir les bonnes problématiques, qui fait que comment mes agents vont améliorer le produit demain, en fait, en réalité. Donc on revient en fait toujours au même truc. On est là pour résoudre des problèmes avec un produit. Et comment aujourd'hui les équipes produits et design collaborent? Mal, Comment ça très mal. s'articule? Non, c'est pas vrai. Très c'est pas mal. vrai. Bon, C'est ben, on l'enfer. s'arrête. C'est Voilà. un enfer. On passe sur l'aspect psychologique du podcast. Non, mais la dynamique, enfin, elle est intéressante parce que le fait qu'une société comme ADO, on le disait au départ, on ne sait pas forcément toute la technologie qu'il y a derrière, en fait. Et les gens pensent que c'est assez simple, tu vois, tu vas dans un magasin, il y a un produit dans un rayon. Non, en fait, il y a énormément de choses qui se font derrière. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant qu'une société qui opère dans le retail ait autant investi en termes humains, en termes de formation, sur des sujets qu'on a à traiter, sur le product, sur le design, sur l'architecture. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment des équipes où, en amont, tu as vraiment toute cette phase de recherche. On parle bien de recherche, pas uniquement la partie discovery, mais il y a vraiment du travail qui est fait sur les personas. C'est en lien avec ce qui est fait d'un point de vue marché. Typiquement, ce que disait Thomas tout à l'heure, même au sein d'un pays, les clients ne sont pas les mêmes. Donc on a vraiment des bases solides qui ont été mises en place et qui font qu'on a une dynamique de collaboration et de challenge positif tout au long du cycle de vie du produit. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement de ne plus être dans cette approche où c'est la tech qui pousse des produits et puis voilà. Tu vois. Là, on est vraiment à effectivement collecter des feedbacks, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, de manière à vraiment se dire est-ce qu'on résout les bons problèmes et est-ce qu'on les résout de la bonne manière. Voilà. Et je peux te dire que le NPS, c'est vraiment le NPS qu'on peut avoir sur nos produits et le NPS client, c'est vraiment un enjeu qui est partagé par l'ensemble des équipes produits. C'est-à-dire, c'est pas l'équipe UX qui porte uniquement le sujet. Il y a vraiment cette dynamique qui est mise en place sur l'ensemble des étapes. Ouais, et puis pour compléter cette partie-là, la partie NPS, mesure de la satisfaction de nos produits, il est aussi lié à notre modèle de plateforme. C'est qu'en fait, dans notre modèle, c'est nos business units qui font du business et qui en fait financent aussi les plateformes d'ADO. Donc quelque part, on leur doit un service de leur délivrer les meilleurs produits possibles parce qu'ils investissent dedans en fait. Et donc en fait, c'est pour ça que le NPS, on l'a au niveau global du digital sur chacun des produits digitaux. Et puis c'est du client comme je l'ai dit jusqu'au développeur tout à l'heure. Donc en fait, chacun est responsable de son NPS et il doit être à la barre son NPS. Il doit avoir un NPS qui soit élevé. Peut-être parfois même plus élevé que pour certains outils du marché sur des secteurs, des secteurs similaires. Mais ce qui fait qu'il y a une responsabilité forte de se dire: «Je dois délivrer de la qualité. Je dois délivrer des bonnes expériences, peu importe à qui je suis en train de travailler». Il n'y a pas de sous-utilisateur chez ADO ni de sous-BU. Tout le monde est mis sur un pied d'égalité là-dessus. Et pour reboucler sur, pourquoi est-ce qu'on est content de bosser ici et pourquoi c'est un truc pour lequel on est venu, bah, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est mis de côté par rapport à quelqu'un d'autre. Et un point qui est important aussi dans la relation entre les équipes UX et les équipes produits, c'est que en tant qu'équipe produit, tu sais que l'équipe UX est là aussi pour s'assurer de la cohérence de l'expérience de bout en bout.
on bosse, l'exemple que je donnais avant où ça peut paraître assez simple de prendre un produit qui est en magasin. Derrière, il y a certainement, je pense, plus d'une dizaine de produits qui sont nécessaires pour qu'au sein même du magasin, on soit capable de transférer correctement un produit qui est dans le stock du magasin et faire en sorte qu'il soit vendable et achetable par le client et passé en caisse. Ça, s'assurer que l'ensemble des produits qui ont été construits permettent d'avoir une expérience cohérente de bout en bout. Ça, c'est aussi un des jobs qui est fait par l'équipe UX, qui permet de s'assurer que même si les produits sont de plateformes différentes et gèrent des problématiques différentes, on gère l'expérience client de bout en bout et l'expérience collaborateur aussi, avec par exemple le store portal sur lequel on est en train de travailler, qui vise justement à faire en sorte qu'on propose le même niveau de qualité à nos collaborateurs. Ouais, parce que le risque, en fait, ce serait de se dire, si on raisonne pas de cette manière, les équipes produits vont délivrer des produits. Et techniquement, elles vont le faire un petit peu en silo. Donc à la fin, notre collaborateur qui soit en magasin ou ailleurs, lui, il va avoir 30, 40, 50 produits pour travailler. C'est pas acceptable, en fait. Il faut vraiment qu'on arrive à fluidifier au maximum son expérience, à la rendre la plus sans couture possible pour qu'il en ait que quelques-uns. Et qu'en fait, à chaque fois qu'il y a, il ait confiance au système qui dit: OK, là, je sais que je vais faire cette action. La data, elle va bien passer d'un bout à l'autre et à la fin, je vais pouvoir faire ce que je veux. Faut pas que j'aille copier-coller un code pour le mettre ailleurs, et cetera. Ça, c'est très problématique pour nos collaborateurs. Et pour revenir à tout à l'heure sur la situation en magasin, un collaborateur en magasin, il est face à des clients. Des fois, il y en a une dizaine qui attendent. Il est stressé, il a pas le temps, il sait pas où sont les produits, il sait pas où sont ses collègues. Il faut que nous, en tout cas, au niveau digital, on lui apporte de Facilité. la facilité, de la fiabilité, surtout. De la confiance il peut vraiment avoir de la confiance dans les systèmes qu'on lui donne pas. Ouais, ça doit pas être douloureux d'utiliser Non. le produit, sinon. Et il doit même être techniquement meilleur avec les Ouais. produits qu'on lui donne. C'est quand même ça la promesse, la promesse. Et est-ce que ça va changer un peu la dynamique produit et équipe design depuis que tu as été promu Global Product Leader? Est-ce que ça va changer un petit peu? On espère. Ça va Moi, rapprocher? l'idée, moi, c'est aussi c'est intéressant d'ailleurs en termes de démarche parce que la practice UX a été créée avant la practice product. Donc, il y a déjà des choses qui sont en place chez ADO pour lesquelles on va s'inspirer. Typiquement, d'un point de vue développement, on a le Global Ready qui est mis en place, qui permet d'avoir un certain nombre de standards et notamment de critères de qualité. Thomas a mis en place avec ses équipes l'UX Bar. Moi, l'enjeu, ça va être de faire la même chose sur les composants du produit, par exemple. Et de se dire, effectivement, demain, quand on a un produit, on est capable d'avoir un indice de confiance hyper élevé parce qu'on coche les cases d'un point de vue global ready, d'un point de vue archi, on est bon aussi, d'un point de vue UX et d'un point de vue produit également. Et donc, on traite l'ensemble des aspects qui sont nécessaires pour avoir des produits de qualité pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires. Donc, l'enjeu, ça va être ça va être de se dire effectivement, qu'est-ce qui a du sens à être inclus dans un tronc commun, dans un standard, et qu'est-ce qui doit rester, pas forcément toujours spécifique, mais est-ce qu'il n'y a pas matière à créer des clusters par rapport aux produits, notamment en fonction de leur maturité, de la typologie de clients et ou d'utilisateurs qu'ils adressent, et d'accompagner les équipes, là aussi, sur un certain nombre de règles du jeu. Mais pas forcément de rentrer dans un modèle où tu n'as plus qu'à cocher des cases, quoi. On arrive là à la fin de l'échange. J'ai encore 3 petites questions, pas si simples que ça. Mais déjà, la première, c'est quoi vos challenges, on va dire, pour les 2 ans à venir à peu près? Est-ce qu'on a le droit de les dire déjà? Bien sûr. Oui. Alors les challenges pour les 2 ans à venir, moi je vais en noter 3. Ouais. Le premier, c'est qu'il y a un challenge qui durera même pendant 30 ans, j'espère. C'est de s'assurer qu'on délivre toujours de la qualité d'expérience pour nos utilisateurs. Et en fait, ça, c'est un outcome, ça, c'est un résultat vraiment. Et ça vient tirer tout le process de design et de cycle de vie du produit en amont, avec un niveau de qualité qui est granulaire. On parlait du X-Bar ou de Global Ready tout à l'heure. Ça, c'est un challenge qui sera toujours un challenge. Et à la fin, c'est la raison d'être de notre équipe. Donc, et en même temps, tu viens de t'engager à rester 30 ans de plus chez ADO. Maintenant, On est tous actionnaires. gravé. On est tous actionnaires. Non, ce que je veux dire, c'est que donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est
dans ce monde Gen AI, enfin des agents, de tout ce qui arrive, c'est quoi le futur des designers demain? Là, on met en place, on est en train de réfléchir vraiment avec l'équipe, de se dire, là, on a quand même une équipe traditionnelle de product design et de recherche. Ça va être quoi leur rôle demain? À quoi va ressembler leur travail demain? On est très nombreux sur le marché à se poser cette question. Tous les head of design que je connais de France on se pose tous les mêmes questions. Mais forcément, c'est en se la posant déjà qu'on est en train de créer un petit peu le futur. Donc ça, pour moi, ça va être un vrai enjeu. Et le troisième enjeu, c'est ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, c'est des produits digitaux déjà robustes qu'on a lancés ou qu'on est en train de déployer dans nos BU. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils ne sont pas trop en silo, qu'on arrive à merger des expériences pour demain créer une expérience sans couture qui soit plus, comment dire, un peu plus réduite en termes de produits, mais beaucoup plus efficace pour les utilisateurs. Voilà. On a fait plein de beaux produits. Maintenant, c'est comment est-ce que peut-être on arrive à resimplifier les expériences en mergeant potentiellement certains de ces produits. Et c'est un vrai travail parce que c'est un travail d'organisation, pas que de vision produit ou pas que de vision de l'expérience. C'est surtout un travail d'organisation. L'entreprise est organisée pour délivrer des produits aujourd'hui et pas forcément que des expériences sans couture. Voilà, c'est mes trois. Et toi, t'en as Tout d'autres? pareil. Tout pareil? On a les mêmes. Pour compléter, pour moi, il y a effectivement un enjeu quand Thomas parle de la partie organisation. Pour moi, ça, c'est véritablement un enjeu aussi. C'est comment on crée les conditions pour que les product managers et les équipes produits puissent aborder ce virage de l'IA dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation d'équipe, de workflow, d'outils? On a déjà des outils qu'on met à disposition des collaborateurs, mais si on regarde un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire et comment on accompagne au mieux les équipes? Parce que pour moi, je suis persuadé que le meilleur ressortira du fait que nos collaborateurs se sont appropriés ça et ont changé leur état d'esprit par rapport à ça. Et pour moi, la conséquence de ça doit être de se dire comment on crée les conditions pour que notre boîte, dans 100 ans, elle soit là. Et que on prépare, que ce soit par la création d'expériences, création de produits, mise en place de l'organisation qui va être capable d'affronter tous les challenges technologiques qu'on va avoir dans les 30 prochaines années ou même là dans les 5 prochaines années. C'est vraiment de créer ces conditions-là. Bon, ça va, vous êtes alignés, c'est bon. On On s'était même voit. pas alignés avant. Ouais. C'est marrant qu'on soit alignés sur son T'imagines si on avait répété? C'est incroyable. Ouais. Ou que c'était complètement différent, je pense qu'on aurait dû arrêter. C'est clair. Et finalement, pourquoi c'est le moment malgré l'IA justement, pourquoi c'est le moment d'oser un peu, de faire les métiers du produit et du design, selon vous? Ah, question. Bah, justement, parce qu'il y a l'IA, en fait. Pour moi, on est à un moment de rupture qui va amener la création de nouveaux métiers complètement. On parlait tout à l'heure de barrières à l'entrée. Enfin, tu n'as virtuellement plus aucune barrière. Maintenant, tu veux analyser des feedbacks dans 15 langues, c'est pas un problème. Tu vois. Donc, ça va vraiment ouvrir des opportunités et nous amener à repenser drastiquement la manière dont on conçoit des produits. Tu vois, demain, si ton produit doit être consommé par un assistant personnel que tu as créé sur ton smartphone, qu'est-ce que ça veut dire en termes de conception de produit? Tu vois, enfin, c'est vertigineux en termes d'opportunités quand tu bosses dans la tech et dans le produit. Ouais, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure aux équipes, c'est vraiment un moment tellement incroyable d'être dans le digital en ce moment, parce que la révolution, elle est massive. Alors, on serait qu'on parlait de celle d'internet, du mobile et tout. Moi, je pense que c'est encore plus élevé que ça, en réalité. Je pense que c'est vraiment au-dessus parce que, comme je disais tout à l'heure, ça supprime tellement de contraintes, surtout pour les utilisateurs. Ça donne tellement de capacité de raisonnement, de se projeter, d'imaginer des choses qui sont vraiment incroyables et que si Et en on plus est qu'au début. non, mais on est vraiment qu'au début. Et imagine, alors là, je vais très loin dans le futur. Imagine tout ça, non, quand tu auras du quantique, de l'ordi quantique de partout, que la capacité de calcul sera millions de fois plus élevée. Bah, en fait, techniquement, on arrive à un modèle où en fait tout est faisable, tout est quasiment faisable si on a une source d'énergie qui permet de le faire. Et alors là, bah, on arrive dans un truc qui est, je sais même pas comment on pourrait le décrire, quoi. C'est indescriptible. Et donc c'est un moment qui est vraiment, vraiment excitant, je pense, dans le digital en ce moment.
Et le moment encore plus corpo, pourquoi chez ADO alors? Pourquoi on viendrait bosser chez ADO? Parce que tout ce qu'on vient de dire, ça doit se faire aussi à la lumière des enjeux qu'on a collectivement sur des enjeux sociétaux et environnementaux. Et un des moyens de répondre à ces enjeux-là, c'est de le faire en étant acteur. Se dire, effectivement, tu vois, tu parlais d'énergie. Aujourd'hui, ADO a des enseignes qui permettent à des personnes de moins souffrir de la précarité énergétique. Et je pense que ça, c'est une mission qui est noble. Et donc, je pense que les personnes qui sont intéressées par ça, par l'avenir notamment, et qui veulent travailler dans un contexte où tu peux faire ça pas uniquement à ton échelle, mais à l'échelle de plusieurs centaines de millions de clients et avoir un réel impact, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais, puis surtout ce que j'aime bien avec le fait de se dire que c'est cool de le faire chez ADO, c'est que ADO, c'est une entreprise qui aide les gens à se loger, à rénover leur maison, à décorer leur maison, à vivre tout simplement. Et en fait, ça existera toujours. En fait, cette valeur qu'ADO apporte, en fait, aux humains au concert, en fait, sera toujours présente. On aura toujours besoin de se loger et d'être bien chez soi. Et encore plus dans des environnements où le climat va changer, il va falloir certainement modifier nos maisons, les rénover. Donc en fait, la proposition de valeur du groupe, pour moi, elle sera toujours valable. Mais c'est vrai que l'investissement qu'on fait dans le digital va tellement aller venir booster cette promesse et venir booster les expériences de nos clients que je pense que c'est un bon endroit où être, encore une fois, maintenant. Voilà. C'est gratifiant de se retrouver dans les maisons, les appartements de... Ouais. Et puis même, ne serait-ce que de résoudre des problèmes. Il y a des clients qui viennent dans des magasins, ils ont des vrais problèmes. Ils ont des trucs qui tombent, ils ont des trucs qui se cassent, etc. Enfin, ils ont des problèmes chez eux et on est là pour leur apporter des vraies solutions, quoi. Et puis, c'est des moments de joie aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui refait sa cuisine, quand elle arrive chez lui, qu'elle est super, c'est un super moment. Il peut raconter qu'il l'a acheté chez Leroy Merlin. Enfin, c'est vraiment des trucs, je sais parce que c'est ce que j'ai fait. Oui, je plaide coupable pour les dressings que je viens d'installer. Voilà, et en fait, c'est cette fierté, c'est cool de se dire que c'est des marques comme les nôtres qui peuvent les apporter à nos clients, quoi. Et pour le coup, c'est pas le discours corporate, tu vois, en mode greenwashing, parce que, par exemple, on a un fonds de solidarité chez ADO qui intervient pour aider les personnes quand il y a des événements climatiques. Tu vois, récemment en Espagne, le fonds de solidarité a été mobilisé. Donc ça, c'est vraiment incarné. Je reviens sur ce que je disais au départ sur le modèle de leadership. Tu vois, et le fait, comment est-ce qu'on incarne cette mission We Make Home a Positive Place to Live? Ça passe par ça aussi. Tu vois. Et donc, pour les personnes qui cherchent un peu plus de sens dans leur job, c'est une bonne adéquation. Je termine par le fait qu'ADO, dans un monde qui évolue très vite en ce moment, comme vous le dites depuis tout à l'heure, c'est une entreprise qui investit énormément dans la formation de ses collaborateurs. Techniquement, ADO ne laisse personne sur le carreau parce qu'on propose énormément de formations qui sont hyper qualitatives. Donc en fait, les gens qui sont chez ADO depuis des années ont pu évoluer tous les ans, même tous les 6 mois, sur des nouvelles compétences et changer de métier. Il y a des gens qui ont changé plein de fois de métier chez nous, tout en restant dans le groupe parce qu'on peut faire chez ADO, on peut faire des dizaines et des dizaines de métiers différents. Et ça, pareil, c'est une vraie valeur que l'entreprise apporte. Elle investit vraiment sur ses collaborateurs. Tu as des conseillers de vente, par exemple, pour reboucler aussi sur le fait d'être proche des feedbacks utilisateurs. Tu as des conseillers de vente qui sont devenus UX designers, qui ont changé complètement de métier grâce aux formations et à l'accompagnement. Il y a cette possibilité d'évoluer en interne qui est incroyable, forcément. Ouais. Et dans plusieurs pays en plus. Ouais. Pas mal de raisons, en fait. Ah oui, il y en a certainement plein d'autres. Bon entendeur, du coup, pour rejoindre ADO. Merci beaucoup pour cet échange. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà, ça m'a permis de découvrir tout ce qui se cachait derrière ce que moi, je pouvais utiliser en tant que faisant partie du grand public, on va dire, du B2C. Et puis aussi, moi, d'évoluer dans ma pratique. Merci. Merci beaucoup. Slash by ADO. Real Talks Retail Tech.